Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce premier petit déjeuner Media Club en streaming de l'année. Alors j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui était allé au Mogador aujourd'hui, mais non, ça se passe uniquement en streaming et on est ravis aujourd'hui de traiter un sujet qui tient aux ressources humaines. Et vous savez, comme le Media Club a pour ambition de vous accompagner. Et j'accueille ici Lucie Lebaz. Bonjour Lucie. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin. Lucie, nous, on se connaît depuis maintenant je dirais quelques mois. On a eu le plaisir de se rencontrer au travers de rencontres professionnelles et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une vraie pro du personal branding et j'ai été ravi de faire ta connaissance. Je vais peut-être te présenter en quelques mots et ensuite derrière, tu nous présenteras en tout cas ta spécialité. Toi, tu fais du personal branding depuis une vingtaine d'années. Tu viens du monde de la communication et du design et tu as créé pas mal de branding, de marques qui sont nées et qui existent toujours aujourd'hui. Donc, tu as participé vraiment à cet essor-là. Tu entreprends, toi personnellement depuis 10 ans, tu enseignes le branding dans différentes écoles et dans des écoles prestigieuses. Je parle notamment de Strat, voilà, mais au-delà de ça, sur d'autres événements. Et tu coaches des entrepreneurs et des talents qui ont envie de se propulser, de passer à une nouvelle étape professionnelle. Et comme effectivement, on a cette logique et au sein même du Media Club d'accompagner les profils vers justement dans leur carrière et à toutes les étapes de leur carrière, on a trouvé extrêmement naturel de te faire venir pour que tu nous expliques un petit peu comment justement réaliser ce personal branding. Et je vais te laisser la parole. Alors, en précisant peut-être une chose pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Que tu vas faire une présentation, mais évidemment, tout le monde est habilité à poser des questions dans les chats divers et variés que je vais reprendre moi par ailleurs et derrière je te poserai les questions à la fin de ta présentation et évidemment cette intervention-là sera disponible plus tard en replay également, aussi bien sur LinkedIn que sur YouTube. Voilà, je te laisse, Lucie, continuer ta présentation, ce que tu fais et évidemment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Jérôme déjà de m'avoir invité à faire cette présentation. Je suis ravie. Je suis ravie de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré aussi le Media Club et de traiter ce sujet qui est un sujet en fait qui, à mon sens, depuis quelques années, revient encore plus depuis le Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont reconverties, se sont remis en question dans leur poste actuel, s'ils étaient salariés ou même en tant qu'entrepreneurs. Donc, ça me semblait assez pertinent d'en parler aujourd'hui, même voilà, à année plus 3 après le Covid. Donc, effectivement, moi je travaille dans le branding largement depuis 2005 exactement, donc presque 20 ans, effectivement. Je viens du monde de la création, de la communication. Il semblerait que nous ayons eu une petite rupture de communication. Alors, la question est de savoir si... Je suis intéressée à la matière humaine et je fais du personal branding. Voilà.
Oui, on a eu une petite rupture de communication. Ah, On ne d'accord. t'entendait plus sur la dernière seconde, mais je pense que tu peux y aller. C'était une rupture temporaire. Et ça, il y a eu quelques secondes. Voilà, Ok. mais je te laisse continuer. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on peut démarrer en tout cas. Enfin voilà, c'est ce, j'ai juste tu sais, une petite boucle sur mon parcours. Voilà. Alors on y va. Donc comment le personal branding peut faciliter la transition professionnelle? Euh, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on vient de se dire déjà. Entre autres, vous pouvez, si vous voulez déjà me suivre, je suis présente sur LinkedIn et Instagram. Et donc voilà, et tout ce qui est écrit sur la slide, on vient de s'en parler. Donc voilà, je suis experte et coach en personal branding. J'entreprends depuis 10 ans. J'ai un passé en agence de communication et de design. J'ai travaillé à l'international, notamment à Londres, et je continue à travailler avec des clients à l'étranger. Et je suis également enseignante, conférencière et prof de yoga. J'aime bien le notifier parce que c'est extrêmement important pour moi de parler de mindset et de bien-être. Alors, quand on parle de transition professionnelle, il y a plein de phrases qui nous viennent en tête, et notamment j'en reçois de la part de clients ou de personnes qui souhaitent avancer et qui me disent mais comment je vais expliquer ce blanc, comment je vais pouvoir me justifier, je dois justifier mon parcours, comment je vais pouvoir expliquer telle ou telle expérience, je n'ai réfléchi à aucune cohérence. Là, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'en ai marre. Comment je vais pouvoir avancer? Personne ne comprendra. Je devrais gommer cette ligne de CV. Ça, je l'entends énormément et j'imagine que toi aussi, Jérôme, tu dois l'entendre assez souvent en tant que chasseur de tête. Voilà, cette angoisse à l'idée de, ben voilà, ça s'est pas forcément super bien passé ou j'ai pas été satisfaite de cette expérience. Pourtant, elle est bien là, mais est-ce que elle me met en avant? Est-ce qu'elle me met en valeur? Est-ce que je devrais pas plutôt la supprimer? Ce sont des questions qui, en fait, que beaucoup de personnes se posent et qui sont tout à fait légitimes, puisque en fait derrière il y a toujours une peur du jugement. Tu as raison, hein, je la rencontre souvent, en tout cas, cette question. Ah oui, 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 c'est, enfin, peut-être que je mets un blanc, peut-être que je mets, enfin, l'expérience précédente, peut-être que je la rallonge, histoire qu'il y ait des raccords et que ça soit cohérent. Enfin, j'ai aidé beaucoup de mes amis à refaire leur CV, donc je sais aussi ce que, enfin, voilà, toutes ces questions qui peuvent arriver et toutes ces, oui, ces angoisses en fait à l'idée de que personne ne puisse vraiment comprendre où on se trouve et vers ce vers quoi on a envie de se diriger. Personne ne me prendra en ce moment, je suis en réflexion. Alors là, c'est aussi cette peur de, puisque je suis dans une espèce de blanc, la transition pour moi est une espèce de couloir qui rallie le passé et un futur pas encore dessiné. Du coup, ça veut dire que comme je n'ai pas de statut, je ne peux pas être intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose que, en fait, on s'invente parce que c'est totalement faux. Évidemment que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore un projet défini qu'on ne peut pas être, enfin voilà, susciter des opportunités ou susciter l'intérêt de l'extérieur et être en réflexion. Enfin, très honnêtement, je nous le souhaite à tous et toute notre vie en fait, parce que c'est important d'être en réflexion et d'être toujours curieux de ce qui va se passer. Donc, comme si, enfin voilà, c'est important de ne pas s'arrêter d'être en réflexion et de se dire que cet état de réflexion, au contraire, nourrit une quête de développement, d'avancée et qu'elle n'est absolument pas sclérosante et figeante pour vos opportunités ou pour une personne qui serait potentiellement intéressée de s'associer à vous ou de vous proposer un poste ou une opportunité. Celle-là aussi, je la retrouve souvent. C'est après 20 ans dans ce domaine, je redeviens junior.
encore une fois, là, on va parler de syndrome de l'imposteur. Quelle crédibilité je vais pouvoir avoir alors que j'ai déjà fait mes preuves. Je suis arrivée à une espèce de super sommet. Et là, on me redemande de redescendre, en fait. Donc, en fait, c'est seulement un schéma mental. Parce qu'en fait, c'est pas une espèce de montagne où on est arrivé à un sommet et puis on redescend. Non, en fait, c'est simplement on continue. En fait, on continue de grandir, on continue. Et c'est simplement cette idée où on s'est tellement habitué à être toujours dans le plus, toujours dans le plus, toujours dans le plus, que le jour où on est en transition et qu'on a envie vraiment d'évoluer vers quelque chose de complètement différent, où on n'a pas forcément nourri une grosse expérience, eh bien, on s'imagine que on est junior. En fait, à partir du moment où on a déjà de l'expérience, on n'est pas junior. On n'est pas junior. On continue de développer un apprentissage. Et ça, c'est se souvenir qu'en fait, tous les jours, on apprend. Ça, c'est véritablement le syndrome de l'imposteur qui aussi vient bloquer et la transition professionnelle et l'avancée. Et en plus, se dire, bon, bah voilà, si je suis dans cette situation, comment je vais pouvoir aussi parler de personal branding, comment je vais pouvoir m'exposer. Et toutes ces questions-là, c'est important de se les poser en amont parce que sinon, elles vont scléroser tout le monde et n'importe qui. Et ce que vous allez, en fait, entre guillemets, perdre, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation. Donc, c'est important de d'écarter toutes ces questions qui sont tout à fait légitimes, qui sont tout à fait naturelles. Et je ne connais pas un seul humain qui ne se soit pas déjà posé ces questions ou parler de cette manière. Oui. C'est clair en tout cas, Lucie, que la volonté d'exister, en tout cas, elle est prégnante pour tous. Et tous ceux qui sont dans cette période-là de transition ont cette question de comment j'existe ailleurs que simplement dans la sphère professionnelle que j'ai exercée et comment je fais face un petit peu à ce vide-là. C'est ça. Et c'est vrai que on va aborder la notion d'identité, en fait, qui je suis derrière mon titre, derrière mon statut, derrière mon tailleur, si on porte un tailleur, derrière mon costume. Je deviens qui en fait? Je suis uniquement Lucie. En fait, c'est déjà vraiment bien. c'est l'essentiel déjà de se reconnaître. Et en fait, c'est vrai qu'on a tellement nourri c'est sociétal, hein, je veux dire, c'est notre société qui nous nourrit autour de ça, mais c'est important d'apprendre à prendre du recul là-dessus pour pouvoir gagner en pérennité de motivation et de se dire, mais en fait, je peux toujours rebondir. À chaque instant, je peux rebondir. Et même s'ils tapent mon nom sur Google, ils verront que, oui, peut-être que je suis en année sabbatique ou peut-être que je suis en formation CAP pâtisserie alors qu'avant, j'étais dans la finance. Et so what, en fait? Ça montre quoi? Ça montre de la résilience, ça montre du courage, ça montre qu'on assume ses choix, ça montre qu'on a envie d'exister au-delà de son job. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dédié à sa vie professionnelle, ça veut juste dire qu'on se pose les bonnes questions pour encore mieux l'accueillir et encore mieux la développer. Là, on ne va pas s'écarter trop du sujet, mais c'est aussi ce qui fait que, il y a eu beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui, je veux dire, la transition professionnelle, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que au bout d'un moment, on est trop dans cette quête de plus. Il faut que je m'affirme en tant que professionnel dans ça. Ok, mais qui sommes-nous au-delà de ça? Et c'est important de se poser ces questions-là pour encore mieux assumer son personal branding. Et c'est pour ça que j'en parle. Alors, transition professionnelle, évidemment, on entend quoi? On entend une évolution vers un poste en interne, un nouveau poste en interne ou en externe, si on cherche à changer d'entreprise, ou bien de réorienter son projet professionnel, se reconvertir, lui donner un nouvel élan. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'accompagne aussi bien des créatifs que des personnes dans le milieu du dev perso ou même dans le commerce qui, en fait, ont envie de donner une nouvelle dynamique, ont envie de se dire, mais en fait, ça, je peux le faire, alors qu'avant, j'étais chef de projet chez VP, maintenant, je vais devenir thérapeute. Ok, maintenant, je suis
j'ai une agence de communication, mais je suis invisible et j'ai envie d'apporter une nouvelle dynamique. Bon, bah voilà, je donne un nouvel élan à mon projet professionnel. Je suis salariée cadre, je gagne super bien ma vie, mais j'aimerais partager encore plus de choses. Bon, bah voilà, je crée un média et j'aimerais être connue davantage. Tout ça, en fait, c'est là aussi où intervient la transition professionnelle et c'est là où le personal branding, évidemment, peut aider à faciliter cette transition. Quand on parle de transition professionnelle, on parle aussi, voilà, comme je l'ai dit auparavant, c'est écrire une nouvelle page de son histoire. Donc voilà, quand on parle de storytelling, c'est un livre, c'est notre vie. Donc voilà, donc c'est oser écrire une nouvelle page. C'est oser aussi renverser des schémas. Savoir se remettre en question et de se dire, bon, bah voilà, je renverse ces lignes, je renverse ces perspectives, je deviens je deviens tel professionnel, j'ai envie de travailler avec tel type de client ou avec tel type d'employeur. Quels sont les employeurs que j'ai envie de viser, avec quelle valeur, au-delà du statut, au-delà de la notoriété, avec qui j'ai envie de matcher humainement aussi. La transition professionnelle, moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est aussi parfois synonyme, enfin, quand je l'entends et quand je le reçois, enfin, au travers de retours, voilà, il y a un synonyme de vide et cette espèce de couloir blanc où il ne se passe pas en grand-chose, on ne sait pas trop. Et moi, j'ai vraiment envie d'inviter, en fait, de vous inviter à repenser cette histoire de vide peut-être et d'imaginer qu'en fait ce vide c'est pas un vide, c'est une page blanche où on peut écrire une nouvelle histoire, où on peut on peut peindre un nouveau tableau et dessiner de nouvelles choses en fait. En vérité c'est une grande liberté qui se passe. C'est aussi l'occasion de se repositionner, de créer une nouvelle identité, de muer, hein quand on parle peut-être de phénix, voilà, d'évolution. Voilà. Et aussi, ça veut dire la peur du jugement. Forcément, on en a parlé avant. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur parfois peut venir pointer le bout de son nez, parfois des peurs en termes de rejet aussi, de se dire bon, en fait je vais être rejetée parce que je dévie complètement de chemin professionnel. J'ai déjà vu, voilà, je vous ai donné l'exemple de la personne qui fait de la pâtisserie alors qu'elle était dans la finance. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu en fait, donc je l'ai vu en accompagnement. Et évidemment, il y a la peur du jugement, il y a la peur de si je fais tomber le masque, si je fais tomber le statut, qu'est-ce qu'il y a en fait? Comment vont réagir mes proches? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'éloigner, et je vais peut-être me retrouver seule. C'est des angoisses en fait assez légitimes parce que ça veut dire effectivement faire le deuil sur parfois une partie de sa vie et parfois aussi sur ce qu'on a défendu pendant longtemps, c'est-à-dire une identité construite autour de ça, avec tout un univers construit autour de ça aussi. Je vous laisse prendre des notes. En attendant, je bois un petit peu. Voilà, il faut que tu reprennes un petit peu des forces. Je peux avancer? Tu peux avancer et donc revenir sur effectivement et continuer sur la transition professionnelle. Là, maintenant qu'on a vu le référentiel, maintenant comment on avance sur la suite? Exactement. Alors, juste pour vous donner quelques données, en 2021, on a publié quand même 6,5 millions de personnes ont changé de métier pour se reconvertir entre 2015 et 2019. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a eu après le Covid, mais il y en avait déjà eu beaucoup avant le Covid. Donc, il y a quand même aujourd'hui un désir de beaucoup de personnes en entreprise ou pas, ou qui sont aussi entrepreneurs, à se poser des questions en fait sur leur projection professionnelle. Et c'est en ça où le personal branding va pouvoir aider à susciter des opportunités, à se présenter différemment, à être vu différemment et à impacter différemment. Quand on parle de facilitation, de facilitateur, le personal branding en vérité est un outil. C'est l'outil de quelle est l'impression, quelle est l'expérience que je vais laisser derrière moi
lorsque je vais quitter la pièce. Ça vient pas de moi, ça vient de Jeff Bezos. Mais c'est pour vous donner une idée. C'est ça le branding, c'est comment je vais impacter, quelle est l'expérience que je vais laisser vivre autour de moi et comment les autres vont pouvoir parler de moi autour d'eux. C'est rien que ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, on parle de personal branding partout. On en parle en ligne, mais j'aimerais ajouter la chose cruciale, c'est que c'est pas uniquement réservé à quelque chose qui est digitalisé. Le personal branding, c'est comment vous êtes en interaction de manière générale avec les autres aussi, en fait, que ce soit en ligne ou hors ligne. Si vous allez dans une soirée du Media Club, comment vous allez vous comporter? Quel est le souvenir que vous allez laisser à la personne qui va vous demander ce que vous faites dans la vie ou qui êtes-vous? C'est important, en fait, d'intégrer ça et de se dire, bon, ben voilà, comment je mets en avant ma singularité, comment je me distingue. Alors, le premier réflexe, effectivement, pour tout le monde, ça va être de checker la réputation et aller sur Google. Honnêtement, on va pas se mentir, tout le monde le fait. Je suis la première à le faire. Pour la vie perso, pour la vie pro, quand il y a un nom qui sort, je me dis bon bah ok, qui est cette personne? Qu'est-ce que Google me dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'attends pas forcément d'apprendre à la découvrir. Je vais aussi à la pêche aux infos et Google est très très bon pour me donner plein d'infos. Le premier réflexe aussi, ça va être de se dire est-ce qu'elle est sur LinkedIn? On parle de professionnels, donc LinkedIn est le réseau social numéro 1 dans le monde professionnel. Si cette personne n'est pas active du tout sur LinkedIn, je me demande où est-ce qu'elle en est. Je me demande si elle n'a pas des choses entre guillemets à cacher ou alors si finalement elle néglige son réseau ou sa vie professionnelle et peut-être qu'elle est en poste depuis 30 ans et que elle veut pas bouger en fait. Enfin, et ça sans aucun jugement, mais ça me donne des informations. Si la personne n'est pas du tout sur LinkedIn, je trouve ça aussi très curieux dans un monde où on se connecte énormément, où si on est dans une dynamique de transition et de développement, c'est important d'être présent. C'est important d'être présent. Après, ça pourrait être controversé, mais aujourd'hui, on parle d'un réseau social qui est mondial, qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup de personnes comme presque un CV, juste ou comme une page de vente si on est entrepreneur. C'est important d'intégrer l'importance de LinkedIn qui est souvent négligée par beaucoup de personnes et j'entends beaucoup de salariés déjà en poste ou beaucoup de freelances qui sont là dans l'industrie depuis longtemps, mais se reposent sur l'idée que ils ne savent pas trop se vendre ou qu'ils ont déjà un réseau. Donc, c'est pas utile d'être trop sur LinkedIn. C'est une erreur. C'est une erreur puisque, si vous avez aussi envie de susciter des opportunités, c'est important d'être visible et c'est important d'être actif. Naturellement, on remarque les personnes qui mettent le volume et parlent et s'expriment et prennent position. On fonctionne tous pareil, c'est normal. Donc, comment peut-on trouver des personnes si elles sont absentes ou si elles sont finalement muettes, entre guillemets? Alors, j'aimerais juste faire un petit point sur ça et revenir sur cet élément-là, parce que je voudrais rajouter un peu ma patte de chasseur de tête. Je pense que c'est fondamental. C'est une slide en termes de moyens, parce que tu as parlé vraiment de posture et de réflexion. Là, on parle vraiment d'action. C'est fondamental, cette réputation en tout cas, et le fait d'être présent sur les réseaux aujourd'hui. Je fais l'analogie entre les personnes qui étaient résistantes au téléphone mobile à la fin des années 90 et qui disaient mais moi pour l'instant je ne veux pas avoir de téléphone mobile et aujourd'hui ça serait presque inconcevable de ne pas en avoir un. Aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux, à minima, effectivement, vérifier sur Google comment on est perçu par les autres. Il faut savoir qu'un recruteur, il faut savoir que vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, tout le monde va vérifier, en tout cas, la présence digitale. Et donc, il est absolument nécessaire d'exister. Ensuite, effectivement, se faire potentiellement, on va voir dans tes slides suivants, le fait de
d'avoir des gens qui parlent plus ou qui ont une plus grande maîtrise des réseaux et qui ont décidé de les investir mieux, pourquoi pas? Tout ça, c'est un apprentissage. Mais le fait de ne pas y être et de refuser d'y être n'est plus une option aujourd'hui. Et enfin, selon moi, et en tout cas, c'est surtout une option qui doit être maîtrisée et sur laquelle on a un contrôle assez important. Et donc, ça veut dire qu'il faut les investir. Voilà. Donc, c'était juste mon ajout. Et c'est une chance d'avoir ça, en fait. À une époque, moi, en tout cas, j'ai connu l'époque où on envoyait des CD papier et il n'y avait rien d'autre pour montrer le potentiel d'expression, enfin, la largeur qu'on pouvait avoir, le volume qu'on pouvait prendre, alors qu'aujourd'hui, on a tous ces moyens. C'est quand même une super aubaine, en fait. C'est de la publicité qui est gratuite, à la portée de tous, et j'insiste bien, à la portée de tous, même si on pourrait dire, oui, il faut quand même savoir apprendre. Il y a tout est disponible. Il y a des outils qui sont ultra intuitifs et tout, je veux dire, ça demande un apprentissage comme quand vous allez apprendre à vous servir de votre four ou de votre nouvelle machine à laver. Vous allez le faire. Donc voilà, donc c'est quand même pour vous servir et c'est là, c'est présent. Donc pourquoi finalement éviter ça alors que c'est là pour vous rendre service? Alors, la première chose à faire lorsqu'on démarre son personal branding et qu'on est en transition professionnelle, c'est de dédramatiser et d'assumer. Dédramatiser, c'est aussi apprendre à aimer son histoire. C'est arrêter de se dire, bon, bah, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Moi, j'ai une cliente qui travaille dans l'industrie de la bière, qui est cadre sup et qui m'a raconté qu'elle avait travaillé auparavant en tant que, alors je me souviens plus quel métier, mais elle était assez dans le monde artistique pour Hélène Ségara. Et je lui dis, mais c'est génial, il va falloir que tu parles de ça dans tes contenus, c'est absolument génial. Elle me dit, mais je peux pas. Mais si, bien sûr, tu peux et tu dois. Parce que justement, en fait, c'est plus vous allez assumer les aspérités de votre histoire, plus ça va aussi vous rendre mémorable. C'est ça qu'on cherche à faire. Tout le monde s'en fiche d'avoir un énième cadre ou un énième talent qui a coché les cases. C'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que c'est attendu. Hein. Donc, dans l'absolu, c'est intéressant parce que vous répondez à un certain nombre de compétences qui sont des hard skills. Mais là, on parle aussi de soft skills, c'est-à-dire de savoir-être. Et apprendre à faire savoir son savoir-être, ben, c'est aussi apprendre à dédramatiser sur ses aspérités, apprendre à les aimer, apprendre à se dire, ben, en fait, ce sont des chances et je les assume. Donc, évidemment, vous allez vous confronter, si je vous dis, ben, allez, aujourd'hui, vous me faites un post sur quelque chose qui vous est arrivé lors de votre première expérience professionnelle, quand peut-être que vous n'aviez pas réussi à tenir une deadline, ou comment vous avez pu réagir et comment s'est passée cette situation. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire à votre employeur? Et vous me faites un post là-dessus. Bon, c'est un sujet comme un autre de contenu, mais vous pourriez être confronté à effectivement cette peur du vide, la peur du jugement, la peur de l'identité projetée, genre je vais passer pour une personne pas professionnelle, ou une personne, la peur de ne pas être assez, c'est-à-dire assez légitime, assez sérieuse, assez engagée, assez perfectionniste. J'ai en face de moi beaucoup de personnes qui sont dans cette espèce de perfectionnisme où en fait, tant que c'est pas fait, selon certains critères, ils ne font pas. Donc en fait, ils sont sclérosés, ils avancent très très lentement. Et ils sont frustrés surtout. C'est pas grave d'avancer entre guillemets lentement, chacun son rythme, mais c'est comment on vit ce rythme. Et surtout, est-ce que ce rythme me sert pour aller vers cet objectif, ou est-ce que finalement je suis juste en train de me tournebouler la tête, alors qu'en fait, être justement dans l'action et dans l'apprentissage me servirait davantage.
Donc, comme je l'ai dit, ce serait aussi apprendre à aimer son histoire. Donc, quand on parle de storytelling, le storytelling, c'est un des outils du personal branding, un outil extrêmement fort, extrêmement puissant qu'on peut utiliser absolument à plein de reprises dans nos contenus. Moi, par l'émission que je tiens, que vous pourrez retrouver sur YouTube, qui s'appelle T'es unique, où Jérôme, justement, a participé, on parle de storytelling. C'est le storytelling de la personne, en fait. Comment partager son histoire au-delà de la raconter. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité d'ailleurs. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Donc voilà, et apprendre à la raconter, c'est apprendre à faire en sorte que cette histoire serve. Donc la première étape, ça va être auditer son parcours et son histoire, voir quels ont été les crochets, les détours, les rebonds. Ne pas chercher à faire des raccords, mais plutôt à créer des ponts. Quand on parle initialement, je vous ai parlé de gommer une ligne de CV. Rallonger une expérience, raccourcir une autre pour que ça soit bien pile, pas 2 ans et 3 mois, mais 2 ans et demi. Enfin, allez, on va arrondir à 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas de la comptabilité, hein, je veux dire, vous voyez, on fait pas ça. Enfin, c'est pas de la compta. C'est comment j'ai vécu une histoire et comment je peux la raconter pour qu'elle soit utile. Plus vous serez sincère, et plus vous allez matcher avec les bonnes personnes. Et ça, c'est assumer ses rebonds, ses blancs et ses détours. C'est pour ça que vous allez pouvoir peut-être justifier, soit d'un licenciement, soit d'une démission, soit d'une envie de partir d'un poste et d'aller dans une autre entreprise, sans à dire à la personne qui vous reçoit en entretien que ça se passe mal. Et ouais, en fait, effectivement, il se passe des choses et du coup, ça nourrit chez moi une réflexion. Et c'est pour ça que je viens vous rencontrer aujourd'hui. Des choses simples, en fait. L'idée, c'est pas encore de surcompliquer les choses. L'histoire est suffisante, mais comment on la partage pour qu'elle soit utile et pour qu'elle vous fasse matcher avec humilité, avec authenticité, avec les bonnes personnes. Et je parle aussi aux entrepreneurs. C'est important d'avoir en face des personnes avec qui vous allez être raccord. On ne devient pas entrepreneur pour avoir des clients avec qui on n'aime pas dealer. Vous voyez, donc c'est important le personal branding parce que ça va filtrer. Et faire du storytelling, c'est un super outil parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on va vous solliciter pour qui vous êtes et non pour ce que vous faites. En tout cas, pas uniquement pour ce que vous faites. À partir de là, lorsque vous allez commencer à assumer votre histoire, vous allez emporter les gens et vous allez les inspirer. On inspire les personnes lorsque on a cette espèce de force, ou cette forme de courage de raconter les choses avec sincérité, avec émotion et aussi avec vision, c'est-à-dire savoir se positionner. Quand on sait se positionner, ça veut dire aussi c'est faire ce que d'autres n'auraient pas osé faire. Et ça inspire. Ça inspire, ça force le courage, ça force l'admiration. Et moi, quand j'entends une personne qui me dit « je prends une année sabbatique », je n'ai jamais pris d'année sabbatique, et personnellement, je regarde cette personne avec beaucoup d'admiration parce que j'ai été toujours une personne beaucoup à travailler. Je ne vais pas dire que c'est dans ma nature, parce qu'on on peut tous évoluer, mais je travaille beaucoup et j'ai toujours beaucoup travaillé. Et pour moi, prendre même un mois de vacances, c'est parfois très difficile dans ma tête. J'ai pas la tête élastique à ce niveau-là. Donc, une personne qui me dit, je prends une année entière de congé, waouh, je la juge pas dans le mauvais sens. Je me dis, mais bravo, chapeau, quoi. Et ça, vraiment, j'ai juste envie, c'est qu'elle me raconte son histoire. Donc, c'est assumer ses choix, c'est proposer une inspiration. C'est ce que je disais, c'est forcer le respect en assumant ses prises de position. Je vous raconte cette histoire parce que l'été dernier, j'ai passé ma certification de prof de yoga et j'ai rencontré une personne qui rentrait de Hong Kong et qui travaille dans la finance et qui me disait qu'elle prenait justement ce temps, elle se créait en fait ce blanc pour pouvoir mieux rebondir derrière et se poser les bonnes questions. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que en fait, même si elle avait fait de la finance,
dans les hautes sphères à Hong Kong, en fait, elle prenait le risque d'être jugée par sa famille, par ses amis qui lui disaient mais tu vas brûler toutes tes économies, comment tu vas expliquer ça à un nouvel employeur, tu as toujours fait de la finance, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle s'en contrebalançait, elle en avait besoin, elle en avait surtout envie. Et ça, j'ai eu envie, moi, qu'elle me raconte ça, et ça force forcément au-delà du respect, ça force aussi l'admiration. Donc, lorsque vous êtes en transition professionnelle et que vous osez raconter ce que vous vivez dans vos contenus, c'est ce qui va aussi créer de l'admiration. Pas forcément. Enfin, moi, j'avais rien à lui proposer, mais imaginez à une plus grande échelle. C'est là où vous créez finalement une nouvelle audience et une audience qui va matcher avec vous. Ok. Créer du bruit autour de sa transition pour créer l'envie, hein, donc certainement pas se taire et se terrer. Évidemment, c'est une opportunité pour s'exprimer, être en introspection et après en extraspection pour encore mieux faire entendre ses prises de position, ce qui résonne pour vous. Et sortir de l'identité, je dis rationnée, et non pas rationnelle, mais rationnée, c'est-à-dire si je n'ai pas de plan, je ne suis personne, ou si je n'ai pas ce salaire, ou si je n'ai pas ce titre, je ne pèse plus tant, ou je ne vaux plus tant. Vous avez une valeur globale d'être humain qui est, je veux dire, inestimable et qui ne dépend pas de votre salaire ou de vos titres. Et ça, c'est important de se le rappeler pour être encore plus en contact avec vos aspirations, vos envies, vos besoins et vos objectifs profonds. C'est là où, en fait, vous allez créer un personal branding qui va être transformatif, mais aussi authentique et va vous matcher avec les bonnes personnes, avec les bonnes rencontres professionnelles, avec de la pérennité. On ne crée pas un personal branding pour simplement faire rebondir et se retrouver dans finalement, pas un traquenard professionnel, mais dans une expérience qui ne va pas être viable, avec les personnes avec qui les valeurs ne seront pas les mêmes, pas alignées. Et choisir des opportunités pour des mauvaises raisons. C'est important ce temps de réflexion pour mieux accueillir et pour avoir vraiment des choses à partager avec les bonnes personnes. Alors, quand on va parler de personal branding, évidemment, on va parler de faire savoir. Donc voilà. Donc, on va parler de savoir se rendre visible. On en a parlé tout à l'heure, de construire sa réputation. Donc aussi bien en présentiel qu'en virtuel. Donc évidemment en virtuel, on a tous les médias sociaux disponibles pour le faire. On a aussi bien LinkedIn qu'Instagram, YouTube, créer une newsletter. Enfin, bref, diffuser selon votre stratégie de marque. Et ça, c'est à faire aussi de manière très consciencieuse. On va en parler. Mais aussi se distinguer. L'objectif, c'est pas de raconter des banalités ou de ramasser des palourdes. C'est évidemment qu'est-ce qui me distingue, de quoi j'ai envie de parler. Et c'est comme ça que je vais pouvoir encore mieux alimenter ma ligne édito ou mes conversations lorsque je vais aller dans des soirées qui seront pertinentes pour mon avenir professionnel ou parce que je vais aussi apprécier le moment ou apprécier le réseau. C'est important de matcher les deux, la diffusion, la visibilité et la distinction, la singularité. Alors, je vais citer Jérôme. Lors de notre thé unique, Jérôme, tu avais dit que le meilleur réseau, c'était celui dont on n'a pas besoin. Et je ne peux qu'acquiescer. Je pense que le réseau qui finalement, j'ai le plus nourri, c'est celui non pas que j'ai pas le moins sollicité, mais vers lequel j'ai été sans arrière-pensée ou sans objectifs prédéfinis, mais simplement des rencontres humaines. J'ai peut-être commenté ma propre phrase. Oui. Oui, effectivement, tu m'as interviewé très, très, très sympathiquement dans ce format assez intéressant d'ailleurs où on te reçoit chez soi. Donc ça, tu as investi mon chez moi. C'est pas fréquent, donc je trouve ça vachement intéressant. Et effectivement, c'est une phrase inventée, mais en tout cas que je pratique effectivement et ce que je dis fréquemment, c'est ce que
tu as bien compris, c'est que le réseau, ça se cultive tout le temps. Et ça se cultive sans se cultiver, c'est-à-dire le fait d'aller prendre des déjeuners, d'aller prendre des cafés, d'aller voir les gens, d'aller vers les gens. C'est quelque chose qu'on fait très traditionnellement et je pense qu'on peut même y trouver beaucoup de plaisir à le faire dans sa vie perso. Et c'est comme ça qu'on constitue son réseau. Si on arrive devant un chasseur de tête ou devant un recruteur et on est dans une position, dans une période de transition et que dans cette période de transition, on dit mais il faut que je me fasse du réseau, ben non, c'est plus le bon moment. Le moment, il a eu lieu avant et il faut qu'il se fasse. Il n'est jamais trop tard pour le faire, hein, de toute façon, c'est jamais un moment, mais c'est quelque chose qui se cultive dans le temps. Et là où il est très utile, c'est quand on a ces personnes qui sont attachées à nous et qu'on a vues alors qu'on n'avait pas besoin d'eux. Voilà, donc et c'est le meilleur moment, c'est quand on n'a pas besoin d'eux, parce que quand on en a besoin, on peut l'activer. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. Et j'ai envie de parler aussi de réseaux silencieux. Moi, enfin, voilà, j'ai une communauté sur Instagram et je suis toujours super surprise des personnes en fait qui sont en silence mais vont venir me poser des questions derrière ou alors des personnes qui vont m'encourager ou vont liker certains contenus mais ne sont pas forcément ma cible entre guillemets les personnes que je pourrais accompagner mais je trouve ça génial parce qu'en fait ces personnes-là en fait déjà vous donnent beaucoup de courage à continuer, je trouve ça très motivant et au-delà de ça, elles parlent de vous, tout simplement. Ce sont des ambassadeurs aussi de votre propre marque. Donc voilà, moi, quand on me recommande un profil à suivre ou une personne à contacter, cette personne, elle fait le travail, en fait, finalement, pour une autre personne. Donc c'est important de se souvenir de ça et de ne pas rester bloqué sur qu'est-ce que cette personne va pouvoir me rapporter, coûte que coûte, dès le départ. Donc, comme je disais, donc mettre en avant sa singularité pour créer encore plus de leadership. Je parle de ça histoire de ne pas être aussi lisse que le crâne chauve de mon oncle Gérard. Et de mettre vraiment l'accent sur ce qui vous distingue. Si vous ne savez pas exactement ce qui vous distingue, parce que peut-être votre singularité n'en est pas forcément une, c'est un travail à faire avec une personne comme moi ou une autre, un accompagnant qui fait du branding et qui pourra vous aider à mettre en avant cette singularité. C'est important parce que autrement, on va confondre aussi singularité et compétence. Une singularité n'est pas forcément une compétence. C'est quelque chose qui, demain, encore une fois, vous passez de la banque à la pâtisserie, elle restera là, elle sera encore là. Donc, c'est important d'assumer, de la définir, de la faire ressortir et encore une fois de l'assumer. D'évoquer des prises de conscience sans se censurer et de ne pas faire simplement du people pleasing, donc vraiment dire des choses qui font plaisir à tout le monde mais que en vrai, on a juste envie de se dire bon so what, allez je like par solidarité, mais bon c'est pas ça m'évoque rien, ça n'évoque rien chez moi. Encore une fois, je vous rappelle que le branding, c'est aussi susciter une expérience émotionnelle chez la personne. Et si vous me racontez des choses qui n'évoquent rien chez moi, ni peur, ni sourire, ni joie, aucune émotion, je vais passer à côté, forcément. On est dans une espèce dans un monde où on est surchargé d'informations. Si je reçois de l'information et que ça n'est pas intéressant émotionnellement, je ne dis pas intellectuellement, mais émotionnellement, je passerai forcément à côté. Juste pour info, et peut-être certainement que vous le savez déjà, mais nos décisions sont prises par notre émotionnel et non pas notre rationnel. On vient les justifier par notre rationnel, mais on choisit par l'émotionnel. Donc, c'est important d'être dans l'émotionnel. Et quand je parle d'émotionnel, c'est pas être bisounours ou à vouloir susciter des pleurs. Hein. Ça pourrait, mais en tout cas, susciter une émotion, une réaction chez l'autre. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, mais c'est important. Osez aborder des sujets qui vous touchent personnellement, émotionnellement, pour raisonner sans complaisance. Encore une fois, je parle d'arrêter de vouloir être lisse, parfaite, vouloir montrer qu'on est pro.
je pense qu'on s'est détendu tous un petit peu, notamment par rapport à cette image de qu'est-ce que ça veut dire être professionnel, l'image qu'on renvoie par rapport quand on est en télétravail et qu'on a son gamin qui crie, quand on a les deux pieds dans des pantoufles lapins. J'ai des pantoufles lapins, je ne les porte pas aujourd'hui, mais vous voyez l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le costume que vous n'êtes pas pro, et ce n'est pas parce que vous êtes en transition que vous n'êtes pas un bon pro ou un professionnel tout court. Et encore une fois, quand je parlais de diffusion, c'est faire le pas vers les autres et créer un biais de souvenirs. Donc ça se passe aussi bien dans son personal branding en ligne. Donc allez parler avec votre communauté, commenter, envoyer des messages, proposer des réunions, que ce soit en virtuel ou des fils Telegram. Personnellement, j'ai un fil Telegram. Je vais constamment parler avec les personnes qui ont commenté. J'ai envie d'apprendre à les connaître et ça ne me saoule pas du tout. C'est pas un travail, j'aime ça. C'est parce que ces personnes-là résonnent aussi avec mes valeurs. Et pourquoi? Parce que j'ai osé les assumer. C'est ce que je fais pour moi, j'aide mes clients à le faire et je vous propose de le faire aussi pour vous pour justement créer ce réseau qui soit au-delà de juste un réseau en fait. On parle de communauté. Et en fait, on parle aussi donc de biais de souvenirs. Donc, c'est vraiment devenir finalement, entre guillemets, remarquable pour cette personne avec qui vous allez partager un toast au saumon et une coupe de champ à la soirée Média Club le 7 mars, ou bien simplement avec qui vous allez échanger quelques mots sur LinkedIn. Ça, c'est bien de m'aider à mettre. Je l'ai glissé. Alors, mettre en avant ce qu'on aurait tendance à cacher. Alors ça, c'est important. Dans mes accompagnements, sans spoiler, hein, on parle beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de mettre en avant. C'est pas un refuge, c'est important parce qu'en fait, c'est là où il y a souvent les choses les plus intéressantes à mettre en avant. Je vous donne un exemple et je peux en parler puisque ça a fait son succès. J'ai une de mes clientes qui a eu un projet de reconversion. Je l'ai accompagnée et elle travaillait donc en tant que chef de projet. Aujourd'hui, elle est thérapeute énergéticienne. Lorsqu'on a travaillé sur son storytelling, elle m'a raconté qu'elle avait vécu une abstinence, un célibat abstinent pendant 10 ans. Or, elle accompagne les personnes à aller mieux dans le bien-être. Et donc, on a travaillé là-dessus pour comment raconter cette partie de son histoire qui était au départ quelque chose d'assez inassumé pour elle. Enfin, voilà, il y avait un sentiment de j'ai un problème, entre guillemets. Et on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont elle parle non seulement publiquement sur les réseaux sociaux, elle a été invitée sur un plateau télé sur Teva pour en parler. Et elle a envie d'en parler aussi dans un livre qu'elle prépare. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les choses qu'on a envie de mettre de côté parce qu'on pense que ça va nous attirer des problèmes à plein de niveaux, du jugement, du rejet, de la moquerie, je ne sais pas, tout ce qui peut se passer dans notre cœur ou dans notre tête, eh bien, souvent, c'est aussi là où se trouve notre réussite et nos succès. C'est simplement apprendre à raconter cette histoire. Comment elle peut être utile pour vous, pour les autres. Donc, ça va être effectivement un mélange de hard skills, de soft skills, de singularité, de votre histoire, de vos valeurs. Et donc, comment profiter de cette transition pour se revêtir, tester et faire parler de vous. Ça va être vraiment, j'en parle, hein, mais vraiment assumé et incarné. Incarné. Ça ne sert à rien de juste se dire, bon, allez, je fais mon personal branding, je fais un TikTok. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux incarner? C'est quoi le message? Et ça, c'est ultra important si vous avez envie de créer quelque chose de solide et de long terme. Donc voilà. Alors, je parle aussi de la transition comme un laboratoire où tout est permis. Tout est permis à partir du moment où on sait où on veut aller. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas faire de son personal branding et de sa transition comme quelque chose où
on raconte tout et n'importe quoi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, pourquoi, et qu'est-ce que j'ai envie de tester. Est-ce que j'ai envie de tester des formats différents? Donc, peut-être que la vidéo, c'est quelque chose qui me fait vibrer, j'aime bien, j'ai envie de m'essayer en vidéo, c'est un peu impressionnant, mais j'y vais. Les reels Instagram, par exemple, c'est super rigolo, on peut faire de belles choses. Je lance un podcast parce qu'on m'a souvent dit que ma voix était sympa. Et puis, j'ouvre un blog parce que, au-delà du fait que le SEO est super bon pour le blog, j'adore écrire. Donc voilà. Oups, pardon. Ça va être aussi s'essayer à de nouveaux sujets, donc travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître, valoriser cette transition et en faire un espace de différenciation créatif et inspirant. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, cette personne que j'ai rencontrée l'été dernier qui me racontait qu'en fait, elle prenait une année sabbatique après plusieurs années à Hong Kong. En fait, c'était vraiment voilà, bon, je ne l'ai pas accompagnée, mais en tout cas, si je l'avais accompagnée, je pense que je l'aurais clairement invitée à créer vraiment toute une histoire autour de ça, pour pouvoir mieux la partager et faire en sorte que dans Personal Branding, il y a aussi l'aspect créatif, donc voilà, mais aussi le courage de s'assumer. Identifier les critères, les valeurs, les distinguos, les non négociables pour matcher avec son client idéal, son partenaire ou ses partenaires et son futur employeur. Ça, c'est la base. C'est la base parce que autrement, si vous êtes encore une fois, vous êtes dans une transition professionnelle, c'est quelque chose qui, avant, vous étiez à la fin d'un cycle. Un cycle qui a pris fin parce que insatisfaction, parce que peut-être ennui, parce que peut-être incompatibilité avec l'environnement ou avec l'entourage. Donc, c'est important de se poser sur ces questions-là de base et de les assumer pour encore mieux créer un personal branding qui soit authentique, qui soit positif, entre guillemets, dans le sens aligné avec vous et pas un espèce de faux self. Je parle vraiment bien de faux self, c'est-à-dire ce masque social qu'il est bon de porter et de se dire oh, moi je suis une personne bienveillante et en fait, ouais, mais ok, à quel moment tu me montres ta bienveillance à quel moment tu me prouves, à quel moment tu incarnes ça, à quel moment tu me montres que tu es généreux, à quel moment tu me montres que tu aimes partager. Incarne les choses. J'ai envie de citer Simone Veil parce qu'elle disait que l'amour ne se crie pas, il se prouve. Ben, c'est pareil en branding, ça se raconte pas en fait, ça s'incarne et ça s'incarne en prenant position et en ayant le courage d'être soi-même. Le courage d'être soi-même, c'est aussi finalement avoir assez d'audace pour s'assumer. Donc, c'est s'abandonner à s'exprimer tout en gardant ses objectifs en tête. Hein. On ne fait pas du personal branding simplement pour être influenceur, à moins que vous ayez envie d'être influenceur. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'ai des influenceurs en herbe, à moins que je levez la main, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si c'est réellement dans une démarche de susciter des opportunités, donc, nouveaux projets, trouver des clients, trouver des missions, trouver un employeur. C'est important d'être audacieux. Et être audacieux aujourd'hui, c'est aussi être totalement soi-même et s'assumer. Tester, apprendre, itérer. Vous n'allez peut-être pas être recevoir 20 000 likes sur votre premier post. Le personal branding, c'est un travail de moyen long terme qui se commence aujourd'hui. Voilà, enfin je veux dire, c'est quelque chose où vous allez semer beaucoup de graines et vous allez récolter. Mais c'est important de tester des choses, d'apprendre, d'itérer. C'est un travail, pas de longue haleine, mais c'est un travail constant et continu et long terme. C'est important de savoir ça et d'apprendre les bases simplement pour pouvoir se dire bon voilà, là je continue, j'ai les bases, je fais mon storytelling, j'apprends à faire des posts, je définis ma singularité, mes valeurs, j'ai défini mes objectifs, ma cible, tout ça. Et là, je continue au fil du temps à voir les résultats, ce qu'on appelle les KPI, donc les Key Indicators, Performance Indicators.
quel poste a cartonné, quel poste a moins marché. Ça, là, vous allez rentrer dans une espèce de stratégie marketing. Mais en amont, on ne parle pas de stratégie marketing, on va parler déjà de création de marque personnelle et de stratégie de marque. Et la dernière, je vais piquer un peu, je vais vous dire que vous n'êtes rien pour personne. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes et dans un contexte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dramatise souvent à l'idée de créer un post authentique sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé ou qu'on n'a pas osé aborder sur les réseaux. Je vous rappelle qu'en fait, tout le monde vit dans un film. C'est-à-dire, on est tous le personnage principal de son propre film. Et 20 secondes sur votre post, je veux dire, je vais le lire, je vais liker, pas liker, mais en tout cas, après, je passe à autre chose. Et c'est important de relativiser cette distance entre vous et votre audience parce que tout est finalement assez éphémère, mais plus vous allez semer et moins ça va le devenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes ne vont pas vous tenir rigueur parce que vous avez fait un post qui n'a pas forcément, entre guillemets, fonctionné selon les standards. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez vous refaire à chaque instant. Donc voilà, vous pouvez refaire un post l'heure d'après, le jour d'après, la semaine d'après. C'est infini. Donc, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a une chance d'apprendre tout le temps et d'itérer selon les enseignements appris. Alors, on arrive quasiment à la fin. Voilà, j'aimerais juste faire donc un point sur de game over à game changer parce que souvent on se dit bon je suis en transition. Donc pour le moment la partie n'est pas gagnée, donc elle est pas forcément perdue, mais elle n'est pas gagnée. J'aimerais en tout cas parler de transformation. Un game changer, c'est une personne qui va oser transformer les règles, oser transformer ses règles et oser transformer sa vision. La vision qu'il a sur son parcours, la vision qu'il a sur les réseaux sociaux, la vision qu'il a sur sa réputation. Et c'est important de se dire ça en fait et de garder en tête pour pouvoir oser y aller. Et oser y aller, c'est se dire que quand vous allez oser vous exposer, faire votre personal branding, il y a 7 biais qui vont augmenter vos chances de faciliter votre transition. Là, le premier, c'est le biais d'exposition. Plus je te vois, plus la probabilité que j'achète ou que je vienne vers toi, augmente. Ok ? Donc, c'est vraiment, plus je te vois, en fait, c'est comme au supermarché. Je veux dire, plus je vois ce produit, au début, je ne veux pas l'acheter, puis plus je le vois, en fait, je suis influencée, j'ai envie de tester. En tout cas, j'ai envie de me rapprocher, de m'y intéresser. Ensuite, il y a l'effet de halo. Plus ton contenu est pertinent, plus je te trouve compétent. Ça, c'est forcément, on va venir confirmer des choses chez l'autre en se disant mais en fait cette personne elle raconte des choses ultra intéressantes, je suis d'accord avec elle, en fait elle est compétente ou il est compétent. Le biais de sympathie, plus tu me sembles sympa, plus j'ai envie de bosser avec toi. Évidemment, personne n'a envie de bosser avec des gens relous, on va pas se mentir. Et c'est important, et c'est pour ça que c'est important d'être hyper authentique et hyper honnête avec soi-même sur avec quel type de personne vous avez envie de travailler. Autrement, vous ne serez pas en phase, en fait. Donc, plus tu me sens sympa, plus j'ai envie de bosser avec toi. Être sympa, ça ne veut pas dire être béni oui-oui, c'est juste être sympa. Donc, et ça, lorsque vous allez être vous-même, comme vous allez créer du contenu comme vous écririez à vos meilleurs amis, vous allez commencer à développer cette sympathie naturelle que vous avez tous. Le biais de tribalisme, plus je me reconnais en toi, plus je te fais confiance. Là, on parle encore une fois des valeurs. Plus je me sens alignée, plus je me dis, en fait, cette personne, j'ai envie de lui faire confiance. Donc, on vient de la même troupe, la même tribu. Le biais de confirmation, ça, il est connu. Plus j'aime un de tes contenus, plus j'aimerais les suivants. C'est-à-dire, je deviens une espèce de fan petit à petit et assez addict parfois même à ta plume et à tout ce que tu écris, que ce soit une newsletter, que ce soit un post, que ce soit un Reels, que ce soit une story, tout ce que tu dis, je le kiffe. Donc, je like et je reste fidèle. Et du coup, après, on reboucle avec le biais 1, le biais 2, le biais 3 et le biais 4.
Le biais de familiarité. Plus tu interagis avec moi, plus je te fais confiance. Et là, on revient au réseau, l'importance du réseau. Le réseau non visible, le réseau dont on n'a pas besoin, on évoquait tout à l'heure avec Jérôme, le biais de familiarité, ben voilà, en fait, cette personne s'intéresse à moi. Je suis une personne parmi des centaines, même ou des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, et cette personne m'envoie quand même un message, un bonjour, un message. C'est de la considération, en fait. On aime tous être considérés. Je veux dire, on est tous des êtres humains, on a tous un ego, on a tous une envie d'être reconnus. Et quand une personne nous dit bonjour, nous offre un sourire ou nous envoie un message pour nous poser une question et s'intéresser à nous, forcément, ça force l'envie d'aller plus loin et de se dire ah, elle est sympa, ah, elle est familière avec moi, elle me considère. Ok. Et ensuite, le biais d'autorité, plus tu as de succès, plus je te trouve compétent. Et ça, vous allez me dire, oui, mais alors quand on est en transition, on n'est pas encore en position de succès. Des succès, vous en avez eu, des succès, vous en aurez, et vous êtes déjà en succès parce que vous êtes en transition. C'est un succès d'être en transition à la mesure où vous avez eu le courage de l'être, ok, de l'assumer. Il est là, en fait, le truc. C'est plus vous allez assumer votre situation, plus vous allez en fait affirmer des choses que d'autres, enfin un statut que d'autres n'osent pas affirmer. Et ça, c'est vraiment l'histoire de celui qui se cache et qui veut pas qu'on voit ses défauts, mais du coup, ils ressortent énormément, et la personne qui les assume. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous propulser? C'est la question que je vous pose. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver encore une fois sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Lucie. Il y a eu des commentaires sur le côté très inspirant de ce que tu nous as délivré aujourd'hui, parce que je pense que on est effectivement dans une dimension où de sens et dans cette espèce de nécessité de projection de soi-même à l'extérieur. Et je pense que là, tu nous as donné en tout cas quelques clés pour comprendre que le personal branding, c'est un outil super intéressant et que, effectivement, en évitant un certain nombre de biais, en réfléchissant véritablement à la manière dont on est perçu à l'extérieur, qui inclut et qui influe en tout cas sur une réflexion sur soi-même, on peut réussir à transformer en tout cas les choses, à transformer sa vie. Moi, je le vois pour le coup en application directement sur sa carrière professionnelle, le fait d'avoir une vraie réflexion sur la perception de soi à l'extérieur et à l'intérieur change fondamentalement l'approche qu'on a vis-à-vis des autres et vis-à-vis des employeurs potentiels. Donc voilà, moi j'ai plein de commentaires qui arrivent et qui te félicitent en tout cas. Voilà, avec je reçois même des WhatsApp voilà, sur le thématique. Donc je pense que tu as plutôt très bien fait le truc. Moi j'aimerais te poser quelques questions quand même en direct pour que tu nous relates un petit peu ton expérience. Quand les gens viennent te voir et qui sont justement dans cet espace un petit peu d'entre-deux, tu disais tout à l'heure que ils pouvaient avoir un trou dans leur CV, il y avait un vrai sujet de vide. Comment, pour quelqu'un qui n'a pas fait ce travail un petit peu d'existence digitale, c'est quoi les premiers conseils que tu donnerais à une personne qui doit justement un petit peu réfléchir sur sa présence et sur son personal branding? C'est quoi les premiers réflexes à avoir tout de suite? Les premiers réflexes, je pense que c'est important de se poser la question de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, ou qu'est-ce que je ne veux plus. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. Te poser la question, c'est quoi les non négociables? Par exemple, je ne sais plus, il y a peut-être des choses que je ne veux pas revivre, et ça, pour moi, c'est no way. Ou au contraire, il y a des choses que j'adorerais vivre. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'être plus en lien avec, je ne sais pas, le CIO. Voilà. Donc, se demander, faire vraiment le tri sur ce qu'on a envie
de vivre et de ne plus revivre. Se demander aussi c'est quoi nos valeurs, mais pas simplement faire une liste à l'après-vert, mais se dire qu'est-ce qui a montré X dans ma vie et comment je pourrais trouver le mot le plus juste pour le définir. Et c'est là où en fait on va commencer à vraiment à se créer finalement 5 valeurs qui sont pour nous en fait pas des combats mais des choses qui sont importantes d'incarner et de défendre entre guillemets. Donc voilà. Et ensuite, oui, pardon. Non, non, je trouve ça intéressant. Je te laisse développer. J'aurai d'autres questions derrière, mais je te laisse développer. D'accord. Et ensuite, si on a des blancs, eh bien simplement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces blancs en fait? C'est pas grave d'avoir des blancs. Hein. C'est pas grave d'avoir des blancs à partir du moment où vous pouvez aussi raconter, vous êtes capable de raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ces blancs. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez arrêté de travailler, vous vous êtes occupé d'un membre de votre famille. Bah ça reflète quand même une certaine implication. C'est intéressant. Moi, j'ai tendance, d'un point de vue vraiment pro, à dire en fait que on a deux typologies de grandes familles de CV auxquelles on est confronté. Un premier, les CV anglo-saxons sont très très liés à la performance. Et donc, dans un CV anglo-saxon, il faut souvent montrer les achievements. En gros, Oui, qu'est-ce qu'on a réussi sur telle ou telle expérience, etc. Finalement, l'enchaînement entre deux expériences a presque moins d'importance. D'ailleurs, les CV peuvent être assez longs, peuvent avoir beaucoup plus de pages parce que derrière, dès lors qu'on a montré les KPI, les chiffres clés de la réussite sur tel et tel secteur. Donc, on peut avoir été bouché, faire de l'audiovisuel et puis repartir sur autre chose. Mais dès lors qu'on a été performant, on a été performant. Et dans un CV qui est plus latin, plus français, on est d'une tradition qui est de raconter des histoires. Et donc, on aime cette progression comprise par la personne qui va lire le CV. Et donc, effectivement, le trou d'un CV, c'est potentiellement une rupture dans l'histoire. Et donc, pour raccorder un peu ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut savoir raconter l'histoire, même avec les trous, mais il faut savoir la mettre en scène de manière à ce que ça raconte, que sa vie soit romancée, c'est-à-dire qu'on comprenne d'où elle est partie, où est-ce qu'elle va, et cette naturelle progression. Donc, la notion de mise en scène même de son blanc, c'est vachement important. C'est-à-dire que oui. si il existe, il faut effectivement l'insérer dans sa grande histoire. Et je pense que ça, c'est vachement important. Alors, je vais rebondir sur d'autres questions. Une question de Laetitia qui nous demande, je vais l'afficher, donc beaucoup sont d'accord pour dire que c'est un réseau social puissant, mais comment on commence sur LinkedIn? C'est quoi les réflexes de base? Là, on est très dans le pratique. Ouais, j'adore. Alors, comment on commence sur LinkedIn? On va commencer par, on se repose les mêmes questions, hein, les valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de commencer par son storytelling, parce que ça va être la colonne vertébrale de vos expériences, de le pavé introduction. Et de votre ligne éditoriale. Donc, savoir vraiment créer son storytelling, donc apprendre non pas à raconter son histoire, mais à la partager, ça va être la première chose à faire. Ensuite, si on rentre dans le pratico-pratique, évidemment, il y a des tendances sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a on est beaucoup à recréer sa ligne d'introduction, c'est-à-dire son titre. On ne dit plus, par exemple, je ne dis pas directeur de la com, ça va être plutôt, je ne sais pas, moi, j'exprime la communication de l'entreprise X, une ligne qui va vraiment exprimer comme une espèce de tagline qui va refléter vos valeurs et vos compétences. Donc, on va revoir ça. Évidemment, c'est un exercice créatif, c'est un exercice de brainstorming, c'est un exercice qui va être en fait, qui doit aussi faire que vous vous sentez de le dire aussi à l'oral. L'idée, c'est que cette ligne, ça doit être aussi le reflet. Quand on vient sur votre profil LinkedIn, l'idée, c'est d'avoir la même personne quand on va vous rencontrer en présentiel et vous voir en virtuel. L'idée, c'est de ne pas avoir de dissonance. Donc, lorsque vous allez, si vous, à un moment donné, vous vous présentez comme DIRCOM ailleurs et que sur LinkedIn, vous avez mis une ligne parce que c'est la mode et parce que non, l'idée c'est quand même d'être cohérent.
Donc, redéfinir, faire un exercice créatif autour de ça. Je veux dire, soit vous le faites seul, soit vous êtes accompagné, encore une fois. Mais ça, c'est important. Comment je me distingue, comment je mets en avant ma singularité. Donc, se poser la question de la singularité. Et je parle bien que ce ne sont pas des compétences. Je veux dire, on ne parle pas de hard skill. Donc, voilà, demain, je suis éleveuse de chèvres. Ça n'est pas très probable. Mais demain, je serai éleveuse de chèvres. J'aurai cette singularité, je serai toujours Lucie avec cette singularité, sauf que je ne serai plus coach en branding. Je serai éleveuse de chef, mais j'aurai toujours cette singularité. Donc, définir cette singularité. Et ensuite, ça, c'est le starter. Donc, voilà, il y a plein d'autres choses, mais je pense que la première chose, c'est apprendre à raconter son histoire, apprendre à se définir dans sa singularité et de savoir exprimer ça par rapport à son métier et être à l'aise avec cette ligne quand on vous demande et toi, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je pense qu'il y a un autre truc, enfin, pour être très pragmatique et très pratique, euh, pour Laetitia, notamment pour cette question, je la comprends aussi de dire, est-ce qu'il est nécessaire en termes de régularité de poster beaucoup, de Par poster rapport peu? à oui, on Tu parlait vois, pas il y de a un moi, j'ai côté un parlé peu, effectivement de parce que en fait, déjà, la question, alors les questions de base, c'est évidemment remplir son CV sur LinkedIn, exister sur LinkedIn, ça veut dire déjà avoir une fiche complète. Je pense que ça, c'est intéressant. Plus elle est complète et est-ce qu'on va, techniquement parlant, faire un petit brief de qui on est? Moi, je conseille effectivement en quelques mots de décrire. Il y a tout un espace qui permet de faire un petit résumé de qui on est, de la définition de soi qui est aujourd'hui prévue par LinkedIn, qui est très pratique. Ensuite, détailler un peu les expériences et faire quelques lignes sur chaque expérience pour l'expliquer. C'est vachement utile plutôt que d'être extrêmement brut oui. dans, Ah bah voilà, Laetitia me dit englober les deux points. Donc je réponds moi au deuxième point. Et l'idée, c'est que derrière, effectivement, être assez précis sur ce qu'on a fait, mais deux lignes à chaque fois sur mes cours, sur ces expériences. Et puis, derrière, la question, c'est, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on existe, est-ce qu'on poste? Est-ce qu'on Ah ben existe oui, bien sûr qu'on de poste. manière très active? Et quelle est la régularité derrière? La première chose, ça va être de définir des sujets qui vont et vous intéresser et refléter ce dont vous avez envie de parler, donc, et d'apprendre à comprendre les personnes que vous visez. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas parler à tout le monde, c'est de parler à votre cible, donc les personnes avec qui vous avez envie de partager ce contenu. Bien sûr, d'autres personnes vont venir s'agréger à cette cible. Donc, ça va venir intéresser d'autres personnes que vous ne ciblerez pas. Mais c'est important de définir sa cible, de définir son objectif. Est-ce que vous êtes sur 100% LinkedIn ou 50% de LinkedIn et 50% autre chose? Et évidemment, de se faire ce qu'on appelle un calendrier éditorial avec une ligne édito. Donc, une ligne édito, ça va être effectivement définir les grandes thématiques qui sont importantes pour vous, sur lesquelles vous aimeriez partager quelque chose, avec parfois rythmé sur des expériences personnelles, rythmé avec des choses que vous vivez au quotidien. En tout cas, toujours avoir cette notion d'émotionnel, peu importe ce que vous partagez, peu importe ce que vous écrivez, c'est toujours de toujours prendre position et de toujours ramener vraiment cette notion émotionnelle. Et ça, c'est apprendre aussi à écrire, j'ai envie de dire, aussi avec son cœur et pas uniquement avec sa tête. Je constate beaucoup qu'il y a parfois des contenus qui sont tellement repartagés, sans jamais rien ajouter. Ou quoi. Ça ne fonctionne pas, en fait, ça. Parce que c'est juste du relais et personne ne s'attache à du relais, en fait. Donc, merci pour l'information, mais bon, ok, je passe. Donc voilà. Par contre, lorsqu'on sent une vraie implication, surtout émotionnelle, sur LinkedIn, là, ça commence à devenir intéressant. Cette personne m'apporte de la valeur, elle est utile, peut-être qu'elle m'apporte des conseils au travers de son expérience, de son expertise aussi, mais elle me parle comme si elle était en face de moi. Et ça m'intéresse. La question, en tout cas, c'est marrant. Je l'affiche, je ne sais pas qui l'a écrit. Hein, c'est quelqu'un qui ne s'est pas enregistré sur LinkedIn, mais il disait que les conseils étaient valables. Évidemment, là, on parle de personnes en transition.
Mais en fait, c'est des conseils valables tout le temps. Oui. Aussi bien aussi pour des personnes qui ne sont pas en transition, c'est un peu pour rebondir sur la merveilleuse phrase que tu as tirée de notre entretien sur le fait que le réseau, c'est à quel moment on n'a pas, on utilise le réseau parce qu'on l'a cultivé auparavant. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est des conseils, ce sont des conseils en tout cas qui s'appliquent tout le temps. Et pour rebondir sur la régularité des posts et la régularité de l'existence sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel à chacun. Il n'y a aucune obligation de poster tous les jours et d'exister tous les jours sur les réseaux sociaux, enfin selon Mais moi. la régularité, c'est important, par Mais contre. exactement. Mais la régularité, la sincérité et le côté intéressant du sujet, c'est-à-dire ce n'est pas forcément faire des gros articles, c'est en tout cas exprimer une position qui reflète son expertise et son ancrage dans la sphère professionnelle. C'est ça qui est intéressant. Et ça peut être effectivement un avis sur un élément, une activité qu'on est en train de réaliser. Il y a de l'intérêt. Voilà. Et je pense que ça, chaque médium, chaque réseau social a son activité, en tout cas sa capacité à ingurgiter et à retranscrire des posts. LinkedIn sur une sphère très professionnelle, Twitter sur des opinions Oui, beaucoup plus actuelles et immédiates. Et sur LinkedIn, évidemment, les commentaires aussi sont aussi appréciés parce que les commentaires ressortent. Donc, ouais. pareil, aussi avertissement, c'est tout ce que vous écrivez pourra vous être reproché plus tard. Retourner contre Euh, vous. donc voilà, donc il faut aussi effectivement faire attention à la surréaction parfois, parce que effectivement, L'escalade, ouais. ben, les recruteurs, nous, les recruteurs, on va aller scruter des éléments. Alors, on ne va pas forcément faire une enquête poussée, mais par contre, on va voir ce qui ressort à la première recherche. Et parfois, à la Oui, première recherche, ressortent des trucs qu'on n'avait pas forcément envie de montrer. Donc, je pense que c'est intéressant de le garder en tête. Voilà. Tu veux peut-être, je pense qu'on arrive au bout de notre séminaire, de notre webinaire. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? En tout cas, moi, j'inciterai tout le monde, évidemment, tu avais laissé tes coordonnées. Je vais les réafficher quand même pour nous, mais sincèrement, si vous voulez en savoir plus sur Lucie, allez voir son site, abonnez-vous à sa newsletter. Elle est assez incroyable et je pense que c'est vachement intéressant. Lucie, tu veux peut-être donner le mot de la fin? ben, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Jérôme ou moi. Il y a aucun problème. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je serai ravie d'y répondre. Et puis bah, voilà, merci en tout cas. Eh ben, merci à toi, merci énormément de cet échange qui a été riche, qui a été visiblement très apprécié. On a beaucoup de félicitations. J'en ai affiché quelques-uns pour montrer un petit peu l'engouement. Et nous, pour ce qui est du Média Club, on va continuer. On se retrouve à un prochain petit déjeuner dont on vous prépare des choses assez exceptionnelles avec nos différents partenaires. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été Merci Jérôme. aujourd'hui et on continuera à faire ce mix entre du physique avec des débats et des personnalités et des choses qui sont plus proches de la carrière professionnelle qu'on continuera certainement aussi à faire en streaming. À très très bientôt À et bientôt. passez une bonne journée pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui nous verront en streaming, en replay, continuez à nous liker. Au revoir. Au revoir. Merci.